Bien, bonjour à tous. Bienvenue à cette deuxième table ronde à laquelle on a confié un sujet peut-être un peu plus technique, mais tout aussi délicat, celui du renforcement de la position de contrôle des actionnaires basés en France. Alors on comprend que l'angle choisi est celui du protectionnisme, mais enfin il y a un protectionnisme externe et on va voir qu'il y a aussi un protectionnisme interne dans les sociétés cotées. Alors la formulation du sujet est heureusement assortie d'un point d'interrogation. On nous demande si, dans la thématique générale indiquée sur le programme, les pouvoirs se sont renforcés. Alors, ce point d'interrogation facilitera la respiration du débat. J'observe aussi que dans la thématique principale, on conjugue au passé. On nous demande si les pouvoirs se sont renforcés, mais en sous-thème, il est aussi question d'avenir, puisque il est question d'une possible naissance, celle du mécanisme des droits de vote multiples, et d'une possible disparition, celle de la forme commanditale ou de la forme pyramidale. Alors, il résulte implicitement, à la fois de la thématique générale et des sous-thèmes, que nous nous concentrons ici sur les sociétés cotées en bourse exclusivement. Alors, on pourrait s'étonner d'associer le mot contrôle à la question des sociétés cotées, mais en réalité, il n'y a rien de paradoxal à associer les deux, puisque si la cotation en bourse en actions suppose l'ouverture du capital, la réalité nous montre que la concentration actionnariale est la norme, et elle est la norme dans le monde entier, voir les travaux de l'OCDE qui sont tout à fait remarquables sur la propriété des sociétés cotées. Dans les pays à actionnariat traditionnellement dispersé, c'est-à-dire les pays anglo-saxons, on observe une augmentation de cette concentration qui est tout à fait considérable sous l'effet de l'institutionnalisation de l'actionnariat, ce qui montre d'ailleurs au passage que la concentration actionnariale n'est pas qu'un réflexe de défense face à un sentiment d'insuffisante protection juridique des actionnaires. Ça peut être dû à d'autres facteurs. Et puis bien sûr, sur le continent européen ou asiatique, cette concentration est plus traditionnelle, dominée par des actionnaires forts, historiques, corporate, individuels ou familiaux, bien que là aussi une érosion en sens inverse s'opère à la faveur de l'ouverture internationale du capital et de l'évolution des pratiques de gouvernance d'entreprise. Alors, ce contrôle peut résulter du jeu normal de la dévolution des pouvoirs dans les sociétés à travers le fameux principe dit une action, une voix, mais il peut aussi résulter d'un certain nombre de mécanismes plus ou moins artificiels. On pense à toutes les techniques de distension ou distorsion du lien capital-pouvoir qui passent par le capital muet ou le capital dopé en droit de vote, ou les pactes d'actionnaires, ou les pyramides, les commandites, etc. Alors normalement, tout cela relève de la liberté statutaire ou contractuelle, mais cette liberté peut être perturbée par l'intervention du législateur, ça peut arriver, intervention qui, on le sait, peut obéir à des préoccupations diverses et dont l'impact n'est pas toujours parfaitement maîtrisé et est souvent sensible à la conjoncture. C'est ainsi que la survenance de crise engendre souvent des phases réglementaires de durcissement, de renfermement et de protectionnistes. Et ce fait a été illustré par la loi Florange de 2014, qui est venue renverser à la fois une règle et un principe important en matière de gouvernance d'entreprise. La règle, c'est l'imposition du droit de vote double comme la règle par défaut dans les sociétés dont les actions sont cotées sur les marchés réglementés. Et le principe, c'est la disparition de celui de la passivité du conseil d'administration ou directoire d'une société visée par une offre publique. Alors dans l'esprit des parlementaires, ce renversement visait à protéger les entreprises françaises des appétits des prédateurs, et en particulier des prédateurs étrangers, d'où l'on retrouve le thème du protectionnisme. Vous voyez que les entreprises françaises étaient particulièrement vulnérables en raison de l'atomisation de leur capital et de la faible valorisation de leurs actions. Donc ces mesures s'inscrivent dans une sorte de cycle législatif et doctrinal qui est ouvert depuis en particulier la dernière crise financière,
où l'entreprise est jouée contre la société, le capitalisme responsable contre un capitalisme qui le serait moins, le long terme contre le court terme, même si le mal endémique de court-termisme n'est pas parfaitement démontré sur les marchés, mais il est omniprésent dans les travaux et les réflexions. On va discuter de cette question dans un premier temps, l'impact de la loi Florange, avec une présentation d'Alexandre Garel. Et ensuite, nous verrons que la concentration du capital peut aussi obéir à d'autres impératifs que le protectionnisme des sociétés françaises contre les appétits étrangers. On pense en particulier à une question qui est omniprésente aujourd'hui dans le monde entier. C'est l'une des questions les plus brûlantes, c'est faut-il autoriser les émetteurs qui entrent en bourse à recourir à des mécanismes de droits de vote multiples. Là, ce n'est pas une question essentiellement de protectionnisme, mais plutôt une question qui touche à la compétitivité des marchés, à l'utilité économique de ce genre de dispositif, à la mobilité interne des sociétés en Europe qui peut être due à des questions d'arbitrage réglementaire. Ce sera la seconde partie de notre table ronde que j'introduirai. Alors, nous allons aborder tous ces points avec le régulateur, l'AMF, Nadjuvini, qui est secrétaire général de l'AMF, Denis Branche, qui est cofondateur de Phitrust, qui est un investisseur français de long terme, et Angus Mile, qui est Director Risk and Compliance de TCI, qui est un fonds d'investissement britannique qui lui aussi se présente comme un investisseur fondamental avec un horizon de long terme, si j'ai bien compris. Bon, je cède immédiatement la parole à Alexandre pour ouvrir la première partie de cette table ronde. Oui. D'accord. Bonjour à tous, vous m'entendez? Formidable. Permettez-moi d'abord de remercier les organisateurs pour me donner l'occasion de présenter ma recherche. Ah oui, d'accord, il faut que j'avance. 1, 2, 1, 2. C'est bon là? Oui. Alors oui, ouais, ça va être mieux comme ça. Le micro ici. Est-ce que vous m'entendez? Super. Donc ma recherche est la suivante. Avec Thomas Bourvaux et François Brochet, on s'est posé la question de la conséquence de la mise en place de la généralisation des droits de vote double telle que prévue par la loi Florange de 2014. Et on va prendre le point de vue d'un chercheur en finance. Ça va être notre prisme pour analyser les motivations du législateur et, dans un premier temps, essayer de penser les conséquences positives et négatives que peuvent avoir les droits de vote double avant de faire une étude empirique de la question. Alors, un petit rappel, de quoi parle-t-on? On parle d'une mesure qui généralise l'obtention d'un droit de vote double après une durée de détention des actions de 2 ans. Cela devient la norme. Il est important de mentionner que pour avoir le droit à un doublement du droit de vote, il faut détenir ses actions au nominatif et non pas au porteur. Ça a son importance. Un autre point important, une entreprise cotée peut décider de ne pas mettre en place ses droits de vote double, mais pour ce faire, elle a besoin de voter une résolution qui maintient le principe une action, une voix à la supermajorité. Maintenant, on va essayer de raisonner comme un chercheur en finance. On va se demander quelle est la défaillance de marché que le législateur a identifiée, quel est le correctif qu'il tente d'apporter, et est-ce que cette correction est la meilleure possible en considérant les autres options possibles et en considérant les effets potentiellement négatifs que cette correction peut avoir par ailleurs. Alors ici, vous avez ce qui est pour nous la motivation principale derrière les droits de vote double dans les textes. Donc c'est ce que vous retrouvez quand vous regardez la proposition de loi, les discussions au Sénat et au Parlement, et les rapports qui ont précédé la loi Florange et sur lesquels elle s'appuie. L'idée, c'est que les droits de vote double vont encourager l'actionnariat de long terme, ce qui va permettre de contrer le court-termisme du marché action. Et donc par court-termisme du marché action, on entend une pression à court terme qui empêcherait les entreprises cotées d'investir et de faire de la recherche et développement. Donc ça, c'est un argument qu'on entend très souvent en France. Et pourtant, il n'y a rien d'évident dans cette argumentation. Et c'est ce qu'on va essayer de discuter maintenant. Premièrement, la défaillance de marché qui est identifiée, l'idée qu'il y aurait un court-termisme du marché action, ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi, pourquoi? Puisqu'un marché action, par définition, c'est une machine à valoriser le long terme.
Si vous prenez une entreprise comme Amazon, par exemple, qui n'a pas eu de profit pendant des dizaines d'années, elle a eu une valorisation qui a augmenté par ailleurs. Pourquoi? Parce que les investisseurs ont valorisé les promesses de profit, les cash flows futurs que cette entreprise allait générer sur des horizons de 5 à 10 ans. Deuxième point, si une entreprise cotée n'investit pas, ce n'est pas forcément parce qu'elle est exposée à des pressions court-termistes. Ça peut tout simplement être parce qu'elle n'a pas de bonnes opportunités d'investissement. Si vous appartenez à une industrie qui est en fin de cycle, qui est très mature, mécaniquement, vous allez avoir moins d'opportunités d'investissement. Ça n'a rien à voir avec le court-termisme du marché. Troisièmement, si dans certaines entreprises, la majorité du cash est redistribuée aux actionnaires, cela peut être bon pour l'investissement. Pourquoi? Puisque ces actionnaires peuvent se servir de ce cash pour le réinjecter dans des entreprises qui font des levées de fonds et qui ont besoin de cash pour faire de l'investissement. Donc la dichotomie entre redistribution et investissement, elle n'est pas si évidente que ça peut très bien aller de pair. Je mentionne brièvement autre chose qui est plus un souci d'académique, c'est que dans nos modèles de valorisation ou dans un modèle de valeur actuelle nette, on ne prend pas en compte le court-termisme. On ne fait pas l'hypothèse que les actionnaires préfèrent les cash flows à court terme par rapport aux cash flows à long terme. Donc, quand on fait l'hypothèse qu'un marché est court-termiste, on va à l'encontre des modèles standards de la finance tels qu'ils sont enseignés et pratiqués. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait quand on analyse de façon empirique la question du court-termisme des marchés? Alors, la plupart des réponses se trouvent sur le marché américain, puisqu'on a la profondeur de données et les académiques ont fait leur travail sur le marché américain. Tout d'abord, on constate que sur le marché américain, il est vrai que les entreprises qui sont cotées par rapport à des entreprises comparables qui sont non cotées investissent moins. Voilà, c'est une première chose qu'on peut dire. Ensuite, quand on interroge directement les dirigeants des entreprises cotées, aux États-Unis, ils disent dans leur majorité qu'ils sont prêts à prendre des actions qui permettent de maintenir le cours de bourse à court terme, même s'ils savent très bien que ces actions, à plus long terme, pourraient avoir des conséquences négatives sur leur entreprise. Mais c'est une preuve qui est de l'ordre du déclaratif. On a des preuves empiriques qui vont dans l'autre sens. Par exemple, on a une étude sur le marché européen qui montre que sur les 30 dernières années, que ce soit en apport de capitaux ou en investissement, on ne constate pas un recul sur les marchés européens. Donc, mon point ici, c'est de dire il y a de la recherche qui est faite sur ce thème, les méthodologies sont disponibles, on pourrait les appliquer au marché français pour avoir une opinion éclairée et savoir si le marché français est court-termiste. Le législateur part du principe que c'est le cas. Le chercheur a des doutes et aimerait voir les preuves empiriques qui n'ont pas encore été produites. Maintenant, si on fait l'hypothèse qu'il y a bien du court-termisme, quelle est la solution à apporter? Le législateur nous dit qu'il faut promouvoir l'actionnariat de long terme. D'un point de vue théorique, ça s'entend. Si on n'a que des actionnaires de long terme, qui vont rester pour 5 à 10 ans, on peut bien imaginer qu'ils ne vont pas prendre en compte dans le cours de bourse les actions qui sont bonnes à court terme et mauvaises à long terme. Mécaniquement, si vous n'avez que des investisseurs de long terme, on peut penser que leur intérêt, c'est que l'entreprise maximise la valeur sur des horizons longs. Donc ça serait une façon de se protéger du court-termisme du marché s'il existe. Quand on regarde les preuves empiriques qui ont été fournies, sur le marché américain et aussi français, on se rend compte qu'avoir une base plus forte d'investisseurs institutionnels de long terme est associé à une série de bénéfices, plus d'investissement, d'innovation, moins de manipulation des résultats pour atteindre les targets des analystes, une moins grande chute du cours de bourse en temps de crise et une valorisation de marché qui est plus proche de celle qu'on obtiendrait en se basant sur les fondamentaux. Ce qui est important de noter, c'est que tous ces travaux ils portent sur des investisseurs institutionnels, des fonds de pension, des fonds mutuels, des banques, des assureurs, des fonds souverains. Maintenant, s'il y a du court-termisme et s'il faut, pour le contrer, agrandir la base d'actionnaires de long terme, est-ce qu'on peut le faire en mettant en place le droit de vote double? C'est possible, mais il y a d'autres options. On pourrait très bien penser à un dividende majoré si on reste assez longtemps au capital. On pourrait penser à l'octroi d'options gratuites. Là, on a des autres options sur la table. Mais si on choisit les droits de vote double, le problème, c'est qu'on a une solution qui a potentiellement beaucoup d'effets averses. J'en nomme brièvement 3 ici. Le premier, c'est qu'avant Florange, on a déjà une majorité d'entreprises en France qui ont des droits de vote double. Et une autre partie d'entreprises qui ont choisi de ne pas en avoir. Donc on a ce que nous on appelle un équilibre de marché, où certaines entreprises pour lesquelles cela fait sens et c'est bénéfique d'avoir ce type de structure des droits de vote longs, et une autre partie qui ont décidé sciemment de ne pas l'avoir. Et donc le régulateur va créer une déviation par rapport à un équilibre de marché préexistant qui a pris du temps à s'établir. Et normalement, quand il y a une déviation d'un équilibre de marché, le résultat n'est pas optimal.
Ensuite, ce qui va se passer avec la loi Florange, c'est que ça va être beaucoup plus dur pour les actionnaires minoritaires d'empêcher, pour ces entreprises qui n'ont pas encore les droits de vote double, l'apparition des droits de vote double. Puisqu'avant, il vous suffisait d'un tiers des droits de vote pour l'empêcher, maintenant, il vous faut 2 tiers. Et donc, mécaniquement, on va avoir un renforcement des actionnaires de référence et majoritaires dans les entreprises qui vont adopter ces droits de vote double, encore une fois, pour les entreprises qui ne les avaient pas encore. Et donc, on peut craindre que des décisions soient prises qui sont dans le meilleur intérêt des actionnaires de référence, mais pas dans l'intérêt des actionnaires minoritaires. Une troisième conséquence qu'on peut redouter, c'est un effet sur l'actionnariat institutionnel étranger. Voilà, pensez fonds de pension, fonds mutuels américains, anglais par exemple. Pourquoi ? Parce qu'il y a une technicité, c'est que pour bénéficier des droits de vote double, il faut avoir ces actions détenues au nominatif et pas au porteur. Or, ça représente un coût pour un actionnaire étranger diversifié de passer tous ses titres du porteur au nominatif, premièrement. Et deuxièmement, si vous êtes un investisseur institutionnel diversifié, généralement, vous prêtez vos actions. Et si vous devez maintenant détenir vos actions au nominatif, ça devient beaucoup plus difficile pour vous de gagner de l'argent via le prêt d'actions. Vous avez des frictions qui font que ça va être beaucoup plus dur pour vous de bénéficier des droits de vote double, même si vous restez 2 ou 3 ou 4 ans au capital. Ensuite, vous avez certains investisseurs étrangers qui ont des principes de gouvernance qu'ils suivent, notamment le principe une action, une voix. Et forcément, dès l'instant où vous introduisez les droits de vote double, eh ben vous allez à l'encontre d'un de leurs principes d'investissement, qui est d'investir dans des entreprises qui ont de la bonne gouvernance, définie ici comme étant une action, une voix. Et pourquoi ça peut être un problème pour les entreprises ? Parce qu'on a une série d'études académiques qui ont été faites, notamment sur les marchés internationaux, qui montrent que la présence d'investisseurs institutionnels, notamment américains, est plutôt positive quand on regarde les données en termes d'investissement, de bonne gouvernance, d'innovation ou même de politique CSR. Et donc, j'ai pris le temps de poser le diagnostic et maintenant je vais vous parler des résultats de notre étude, mais tout ce qu'on fait a été motivé par cet examen préliminaire des justifications du législateur. S'il y a du court-termisme, si ce court-termisme empêche l'investissement, si pour le contrer, il faut augmenter l'actionnariat de long terme, et si pour ce faire, la meilleure méthode est de mettre en place la généralisation des droits de vote double, alors on peut espérer des effets positifs. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est peu probable que ce soit le cas parce qu'on a beaucoup d'effets averses à craindre. Et il y a un autre paramètre que je souhaite mentionner, c'est l'intérêt de l'État. Ici, l'État est législateur et actionnaire. Et comme actionnaire de long terme, il va bénéficier de la mesure qu'il met en place. Et donc, il a un intérêt en tant qu'actionnaire à ce que le législateur, il a un intérêt en tant qu'actionnaire à ce que l'État législateur pousse cette mesure. Et on l'a vu dans certaines entreprises monter au capital, notamment Renault, notamment Air France, pour s'assurer que ces entreprises ne rejettent pas l'adoption des droits de vote double. Et pourquoi l'État a un intérêt à ce que ces droits de vote double se mettent en place ? Parce que par la suite, ce qu'on a vu par exemple à Engie, l'État peut garder une minorité de blocage tout en vendant une partie de ses participations. Donc on voit que l'État, en tant qu'actionnaire, retire un gain de cette mesure, et donc il a un intérêt clair à la pousser, même si ça ne résout pas le problème du court-termisme ou le problème de l'investissement. Il y a simplement un intérêt propre de l'État dans cette mesure. Donc maintenant, j'en viens à notre étude et l'examen empirique des conséquences de l'introduction des droits de vote double sur les entreprises cotées françaises. Donc on a un échantillon de 340 entreprises, et comme je disais précédemment, la majorité des entreprises ont déjà des droits de vote double avant Florange. Parmi celles qui n'en ont pas, 24% vont les adopter et la majorité vont les rejeter. Ce qui montre bien encore qu'il y avait un équilibre de marché qui préexistait à Florange et que la plupart des entreprises ont essayé de maintenir l'équilibre de marché qui était en place. Donc maintenant, ce qu'on fait dans notre étude, c'est qu'on compare l'évolution de l'actionnariat pour les entreprises qui ont adopté les droits de vote double par rapport à celles qui les ont rejetés, parce que ça nous donne une bonne base de comparaison. On va s'intéresser à 2 types d'actionnariat. Ici, vous avez l'actionnariat institutionnel étranger. Donc là, j'ai mis les 20 plus gros investisseurs étrangers dans notre échantillon. On retrouve BlackRock, Vanguard, Fidelity, et on a aussi le fonds souverain norvégien, par exemple. La dernière colonne vous indique le taux de rotation des actions dans le portefeuille, et on voit qu'il ne s'agit pas d'investisseurs de court terme. La majorité de ces investisseurs institutionnels étrangers sont des investisseurs qui investissent pour des durées longues. Ensuite, la majorité de ces investisseurs étrangers viennent des États-Unis et ensuite du UK, et il s'agit principalement d'investisseurs institutionnels. Maintenant, quand on regarde
un autre type d'actionnariat qui est l'actionnariat français, on voit qu'on a affaire à un autre type d'actionnariat. On a principalement des individus, des familles qui sont des actionnaires de référence ou majoritaires, et on a une forte composante de gouvernement, d'actionnariat étatique. Et donc voici un de nos principaux résultats. Sur ce graphique, vous avez l'évolution de l'actionnariat institutionnel étranger au cours du temps pour les 3 groupes, ceux qui avaient déjà des droits de vote double, ceux qui les ont adoptés et ceux qui les ont rejetés. Et la constatation visuelle qu'on peut faire et qu'on retrouve quand on fait des examens plus poussés avec des régressions de type diff-in-diff, pour vous donner le terme technique, c'est qu'il y a une perte relative de 4% de l'actionnariat institutionnel étranger. Encore une fois, en comparant ceux qui ont adopté par rapport à ceux qui ont rejeté. Les investisseurs étrangers qui ont été perdus sont surtout des investisseurs de long terme, avec une faible rotation des actions dans leur portefeuille. Et on note aussi une augmentation relative pour ceux qui ont adopté par rapport à ceux qui ont rejeté, de l'actionnariat français, notamment de type insider, familial et gouvernemental. Donc, ce que l'on constate, nous, c'est une substitution. Ce n'est pas l'encouragement de l'actionnariat de long terme, c'est l'encouragement d'un type d'actionnaire de long terme au détriment d'un autre. Et il se trouve que ça se fait au détriment d'investisseurs étrangers de long terme qui, d'après les études, ont des vertus quand ils sont à l'actionnariat d'une entreprise. Le deuxième test que l'on fait, je n'ai plus le temps, donc n'hésitez pas à m'interrompre si je déborde. D'accord, je vais conclure très rapidement. Le deuxième analyse que l'on fait, c'est on regarde les rendements boursiers. On compare les rendements boursiers sur les 4 années qui suivent la loi Florange entre ceux qui adoptent et ceux qui rejettent. Et ce qu'on remarque, c'est que les rendements boursiers ne sont pas meilleurs pour ceux qui adoptent. Ils sont même négativement moins bons. Donc ça, c'est incohérent avec l'idée que, puisque j'ai adopté des droits de vote double, tout d'un coup, je peux créer de la valeur à long terme, plus que par le passé. En tout cas, ça ne se matérialise pas quand on regarde les rendements boursiers dans les 4 années qui suivent la loi Florange. On constate même une sous-performance de ceux qui ont adopté par rapport à ceux qui n'ont pas adopté, ce qui pour nous fait sens parce que ça correspond, en tout cas c'est cohérent, avec un renchérissement du coût du capital, parce qu'il y a un risque d'expropriation des investisseurs minoritaires plus fort et parce qu'on a perdu accès à une partie des investisseurs étrangers. Ensuite, quand on regarde les comportements d'investissement de ces 2 groupes, on ne trouve pas non plus que ceux qui ont adopté, tout d'un coup, se mettent à investir plus, faire plus de R&D ou plus de politique CSR que ceux qui ont rejeté. Donc l'idée qu'en adoptant les droits de vote double, on va permettre plus d'investissement, elle ne se confirme pas dans les données. Maintenant, et j'en conclus ici, si l'objectif finalement, ce n'était pas de contrer le court-termisme des marchés et de promouvoir l'investissement, mais finalement de donner moins de pouvoir aux investisseurs étrangers, là, on peut dire que c'est une réussite. Et il se pourrait qu'il y ait des effets positifs. Par exemple, il se pourrait que ceux qui ont adopté aient réussi à plus maintenir l'emploi que s'ils n'avaient pas adopté des droits de vote double. Mais ça, nous, on n'est pas capable de l'observer, de le mesurer pour l'instant. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Oui, alors, un certain nombre d'études empiriques ont été faites qui analysent l'impact de cette généralisation des droits de vote double, ou dans les pays qui ne les ont pas, l'introduction de droits de vote double, et les économistes qui se sont penchés sur la question ne révèlent pas d'effet extraordinairement positif, même en prenant au mot les intentions du législateur. Il n'y a pas d'augmentation de la durée de détention, il y a effectivement un effet de substitution, et finalement l'expression d'un biais pro-insider qui est très français finalement. On préfère les insiders aux outsiders, que ce soit sur le marché de capitaux, sur le marché du travail, de l'éducation ou ailleurs. Donc ça, c'est assez intéressant. Et donc on a cette dichotomie entre l'intention louable du législateur, l'idée très populaire du long-termisme, et la démonstration économique qui n'est toujours pas là. Alors je vais peut-être passer... Alain, je t'interromps juste un instant. Peut-être dernière question pour Alexandre avant qu'on lance le panel. Oui. Est-ce qu'Alexandre, je crois qu'il y a eu l'introduction récemment en Italie. Est-ce que tu as des collègues en ce moment qui travaillent sur des données et qui pourraient du coup compléter Oui, alors c'est... juste reprendre le micro très vite. Ça a été introduit en Belgique de façon différente. En Italie, l'Espagne y pense, donc on va bientôt avoir d'autres pays qui les mettront en place. La question est de savoir le motif. Si c'est le même motif que celui qu'on pense être pour le cas de la France, on peut espérer le même type de résultat. Mais on comprend que ça soit populaire au niveau des pays, puisque c'est une mesure qui est facile à vendre dans l'opinion publique et qui, pour l'État actionnaire, est intéressante.
Ok, ben, merci, un grand merci à toi d'être venu aujourd'hui depuis Nantes pour nous présenter ta recherche. Il y a déjà l'étude de Marc Rowe avec un Italien qui assimile le droit de vote français et italien. Elle n'est pas empirique, mais enfin, il n'y a pas de raison d'attendre d'autres résultats d'une même mesure. Alors, je vais passer la parole à Benoît, qui va exprimer le point de vue du régulateur. Alors, on se souvient des réserves qu'avait formulées le président de l'AMF en 2013, j'ai relu encore la lettre, à propos à la fois des défenses et du droit de vote double. Quels sont aujourd'hui l'état de vos réflexions? Merci Alain, merci pour l'invitation. Je suis obligé de faire un petit disclaimer parce que j'étais déjà à l'AMF comme Alain le sait à l'époque et je le suis toujours. Donc mes propos n'engagent que moi et certainement pas l'AMF globalement. Donc la loi Florange, avant de commenter le travail et de revenir sur les droits de vote double, la lettre en question effectivement avait fuité, elle était destinée à ne pas fuiter et être une lettre destinée au ministre des Finances de l'époque quand le projet de la loi Florange a été sur la place publique. C'est vrai que publiquement on a été assez prudent, on s'est peu exprimé, donc on a toussé beaucoup sur la loi Florange sur plusieurs choses. Et ça, je voudrais rappeler un peu le contexte de l'époque. On avait toussé, pas sur le principe, mais sur le fait qu'on ait une consultation des IRP sur les offres publiques. Ce n'est pas le principe qui nous gênait, mais c'était le fait que, en mettant en place une consultation des IRP et en rentrant dans un engrenage de délai, on pouvait donner un droit de veto de facto aux IRP. Et nous, ça nous paraissait embêtant. Là-dessus, on a plutôt obtenu gain de cause, puisqu'on a eu une consultation, mais qui est très encadrée par le juge et dans des délais, qui a fait que finalement nos inquiétudes ne se sont pas révélées fondées. Mais encore une fois, c'est parce qu'on a été écouté sur le dispositif. Je ne suis pas un fanat des offres publiques hostiles, mais je pense quand même qu'en matière de gouvernance, la possibilité, dans des cas très contraints et très limités d'une offre publique hostile, est quand même quelque chose qui permet de valoriser des sociétés et de limiter des problèmes de gouvernance. Donc c'est aussi dans cet esprit-là et dans cette philosophie-là qu'on s'est traditionnellement inscrit et pour lesquels on avait fait ces remarques. On l'avait fait aussi sur le problème de la neutralité du Conseil. Ça a changé, vous le savez. On a donc eu également un débat sur le 30 versus 25%, sur lequel on n'était pas les seuls à discuter sur le seuil d'offre obligatoire. On a été écoutés. Et enfin, on a eu votre sujet donc sur les droits de vote double. Ce que je suis plus agnostique que vous sur les droits de vote double, mais ce que je trouve fondamentalement désagréable, c'est la manière dont ça s'est passé. Parce que quand vous êtes au capital de société et quand on change les règles du jeu, parce que le Parlement, quand vous dites le régulateur, c'est pas le régulateur, c'est le Parlement. Et c'est voilà, le Parlement et le gouvernement et le Parlement a voté la loi. Il a changé les règles du jeu en cours de vie. Et à ce moment-là, on piège un certain nombre de gens. Vous avez tout à fait raison de dire finalement qu'il n'y avait pas tant, mais enfin il y avait quand même une centaine de sociétés concernées. Et dans ces centres, il y en a eu environ un quart qui ont bénéficié de ce changement de règles dans lequel les minoritaires se sont fait piéger puisqu'on leur a imposé à ce moment-là ce changement de règles du jeu. Et là, je trouve que cette méthode est quand même très discutable. Alors, c'est vrai, j'en parlais en aparté avec David Azema, à l'époque ça ne s'est pas trop vu, mais après coup ça s'est beaucoup plus vu. Dans le débat politique, ce n'est pas intervenu au départ, mais après coup on l'a vu, le principal bénéficiaire, paradoxalement, ça a été l'APE. Et l'APE en a beaucoup bénéficié, pas vraiment pour monter au capital et en influence, mais c'était une mesure largement budgétaire, elle pouvait descendre, vendre progressivement ses participations tout en gardant la même emprise en droit de vote. Donc c'était une mesure budgétaire astucieuse, mais je pense quand même très très discutable sur le principe, j'ai aucun doute là-dessus. Et de ce point de vue-là, les conclusions, même si je suis agnostique auxquelles vous aboutissez, m'intéressent parce que je trouve en particulier sur l'emprise des institutions à l'étranger, eh ben oui, c'est un sujet, c'est un souci, ce que vous constatez. Et je pense que ça vient aussi beaucoup de cette méthode d'avoir changé la règle du jeu en cours de vie. Vous avez aussi en France des sociétés qui ont des droits de vote double depuis toujours. Je ne sais pas qui, LVMH, première capille, il y a plein d'institutions à l'étranger au capital. Donc j'ai plus de mal à dire c'est un sujet en soi, ce dispositif de droit de vote double. Ce qui est un sujet, encore une fois, pour moi, d'abord, c'est tout d'un coup, sans préavis, de changer la règle du jeu.
Et c'est bien ça qui s'est passé à ce moment-là. Alors on doit faire, c'est vrai que la Belgique et l'Italie nous ont copiés dans les années suivantes. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément une référence, mais je l'ai vu comme vous. Je pense quand même qu'on doit faire attention avec ce type de loi aux effets de réputation. Ça n'a pas été dit dans la table ronde précédente. Je ne vais pas parler de la décision ministérielle sur Carrefour-Couche-Tard. Moi, ce qui me dérange, c'est pourquoi un Canadien investi dans des stations-service sympathiques arrive à une valorisation beaucoup plus attractive que des valorisations de sociétés françaises ou européennes, et à ce moment-là arrive à faire une offre aussi attractive. Ça veut dire quand même qu'on a un problème de valorisation comparée et qu'on doit faire très attention sur ces valorisations. Et votre travail le montre bien qu'avec ce genre de mesures qui excluent ou qui découragent, qui n'excluent pas bien sûr, mais découragent à la marge un certain volant d'investisseurs institutionnels étrangers, on va peser sur la valorisation. Je me demande quand même si la fin de votre étude où vous comparez des rendements boursiers, on est sur des effectifs tellement statistiquement réduits. On a en plus un biais de sélection qui, à mon avis, vient du fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans le giron de l'APE dans celle-là. Est-ce qu'il n'y a pas un biais de sélection tel que finalement, il aurait fallu dépolluer du secteur? On sait que l'APE n'est pas du tout sur un portefeuille diversifié, elle a des biais sectoriels très très forts. Est-ce que ça n'expliquerait pas quand même aussi une partie des conclusions que vous présentez aussi dans l'autre partie de l'étude? C'est une question que je me suis posée en vous lisant et en vous écoutant. Je pense aussi que sur les droits de vote double, si vous avez sur le nominatif, on ne peut pas faire autrement. Hein. Enfin, peut-être qu'un jour avec la blockchain, on pourra le faire autrement. Mais aujourd'hui, il faut passer par le nominatif pour avoir les droits de vote double. Il y a un petit coup de frottement, c'est vrai. Le pré-emprunt, c'est vrai. En même temps, c'est quand même assez facile hein, d'aller au nominatif. Ça coûte vraiment pas cher. Et je pense que ça montre plutôt que pour beaucoup d'institutionnels étrangers, c'est une micro-contrainte et en même temps, ils ne sont pas si attachés que ça à l'exercice d'un droit de vote majoré. Ceux qui ont envie d'y avoir accès à ce droit de vote majoré, je peux vous dire qu'ils s'y mettent et on les voit et ça fonctionne. Donc là, je pense aussi que la critique était un petit peu exagérée. Voilà ce que je voulais dire sur ces mesures. Et on parlera, je crois, dans le deuxième round des droits de vote multiples. Oui, c'est ça. Merci. Alors, il y avait beaucoup de sociétés françaises qui avaient le droit de vote double, beaucoup, un peu plus aujourd'hui, qui l'ont. Si on appliquait le théorème de cause, on voudrait que, quelle que soit la règle de droit, si la négociation est ouverte, on arrive toujours au système optimal. On s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait le cas. Même si 70% des sociétés ont fait un opt-out de la nouvelle règle, il en reste quand même une petite fraction où, on l'a expliqué tout à l'heure, il y a tout de même de la friction. Alors on va peut-être interroger maintenant nos amis fonds d'investissement pour savoir. So you'd like to share a few thoughts now? Yes, please. And first, an apology for not speaking in French, but even I can't understand my French, so. We are a long-term investor, and we have taken advantage of the double voting rights in those companies that we are invested in. Whether that makes us a longer-term investor, I think it's more to do with the structure of the company, the profitability of the company, a lot of other factors rather than voting rights. But it certainly does give us an extra bit of leverage if we feel that the corporation is not going in the direction that we think it should do. We have a bit of a reputation for taking activist positions. I think it's overstated. Most of our discussions are consensual with the company that they are, and the companies sometimes at least appreciate the involvement that we have as engaged shareholders. The reason I think that a lot of institutional shareholders don't re-register the shares in their name and go for double voting rights is because they have multiple shares globally across the world, and it just isn't part of their need to start influencing individual corporations. They want the economic interest. They don't necessarily want to take an active role. And I'm wondering perhaps, if that might change with the way that asset managers and asset owners are now getting concerned about climate change, that they may feel that they have to, if a company does not take a reasonable stance on climate change, that shareholders begin to feel that they have to do something to try and influence the companies to do something different. And I guess
if France desperately wanted long-term investors, you could change the rules so that it wasn't just shares registered in their own name, but it could be where shares were able to be identified in the depository's name as being for an underlying investor, and you push that 2-year responsibility back onto the depository, and then people would many more institutional investors would come up with double voting rights after the 2-year period, and that might have a very significant role in encouraging institutional investors to stay longer, if that's indeed what you want, or is it actually a protectionist move to protect the owners of the business, the long-term owners of the business, from too much activity from institutional investors? So I think there's I don't know what the answer to that one is, but I think there is a possibility that climate change could actually change the scenery quite significantly, and we have taken positions in companies across the world where we have positions, and have tried to push for change, for companies to come up with identifiable climate change plans and put them to a shareholder vote, for an advisory vote, and companies are beginning to move that way, but obviously not quickly enough. So maybe this is a wonderful law to encourage shareholders to be more participatory in the activities of the businesses. But back to the original, I don't know that we choose to invest in a company because we believe its long-term profitability, long-term dividend growth will be good for our investors. We don't invest in a company because it doesn't have double voting rights. And I would guess that most foreign institutional investors will take that same approach. It's not the key to buying the shares or to sticking around. But it just maybe gives us a little bit more leverage should we decide they're not doing the right thing. Thank you. Yes. Merci. Donc moi je suis Denis Branche de Fitrust. Fitrust est une société de gestion que j'ai créée et qui a été agréée par l'AMF en 1999. Donc je navigue, si je puis dire, depuis un certain temps dans le domaine de l'engagement actionnarial, puisque tel était mon credo de départ, c'est-à-dire de dire tout actionnaire porte une responsabilité, et de fait, cette responsabilité, il peut la traduire, puisque le droit lui donne la possibilité d'agir auprès des sociétés. Donc c'est ce que l'on a fait depuis une vingtaine d'années. On se limite pour l'instant à un univers plutôt français du CAC 40, et on a agi auprès des grandes sociétés, justement en ayant cette activité que certains qualifient d'activisme responsable, c'est-à-dire que on a toujours un dialogue avec le premier dirigeant de l'entreprise, et puis ensuite, si on n'est pas d'accord avec lui, on va jusqu'au dépôt de résolution, et à telle enseigne qu'on a déposé quand même 46 résolutions dans les AG du CAC 40 depuis 20 ans. Donc on a été identifié pour ça. Alors sur la loi Florange elle-même, sur le principe du one share, one vote, c'est un principe auquel on est attaché, parce qu'on considère quand même qu'il doit y avoir proportionnalité entre le capital investi et le droit de vote. Et comme l'a dit Bertrand de Juvigny, là, tout d'un coup, une loi venait changer la règle du jeu. Donc, ça nous semblait tout à fait, je dirais, unfair, si je peux employer une expression britannique. Mais, et on s'est élevé de manière très pratique donc, contre l'application de cette loi dans 3 sociétés. Orange, c'était plus, je dirais, là, une question de principe, donc de respect de nos droits minoritaires. On a déposé une résolution. Et puis, il y a eu Vivendi, qui a été je dirais, plus compliqué. Et puis, Accor. Sur Vivendi, je dirais que on a vu, et ce que vous traduisez un peu dans votre étude, évidemment, Bolloré arrivé, lorsque nous avons déposé la résolution, il avait 6% du capital. Il est aussitôt monté
à 15%, donc ça lui a coûté quand même 2 milliards 800 millions d'euros. Et il a aussi utilisé à ce moment-là un certain nombre d'arguments, dont certains ont été sanctionnés par l'AMF, auprès d'investisseurs en disant attention, il y a une action de concert, moi je détiens une société de médias, donc les investisseurs pourraient être poursuivis au titre de la loi française et payer des pénalités de montant de 5 à 9 milliards d'euros. Donc évidemment, moi j'ai reçu un certain nombre de coups de téléphone, comme vous pouvez l'imaginer, d'investisseurs américains disant qu'est-ce que c'est que cette histoire, on va, si on est pénalisé par un dépôt de résolution, enfin tout le monde confondait absolument tout, mélangeait dépôt de résolution, action de concert, etc. Et l'AMF a dû intervenir en demandant à Bolloré de faire un communiqué rectificatif. Néanmoins, ça a eu pour effet de baisser le taux de participation à l'AG. Et on s'est retrouvés, nous, évidemment, avec la plupart des minoritaires. On a obtenu 51% des voix, ce qui était pas mal, mais on n'a pas obtenu, malheureusement, la majorité qualifiée. Et Bolloré, avec ses 15%, sur une AG où il y avait 56% de participants, effectivement, il a eu le soutien, d'ailleurs, de 3 institutionnels qui, pourtant, soutiennent le principe... one share, one vote, mais notre résolution n'a pas pu passer. Et donc, de fait, Bolloré a pris le contrôle de Vivendi. Il y a eu d'ailleurs une note faite par l'Union européenne, signée par Madame Verstager, sur la prise de contrôle par Bolloré de Vivendi. Et c'est ce contre quoi nous nous élevons, c'est-à-dire que nous, en tant que minoritaires, nous sommes lésés en fait d'une prime de contrôle. Donc, et d'une EPA avec les bienfaits que peut apporter une EPA, si je puis dire, c'est-à-dire d'une part la prime évidemment, et d'autre part que chaque partie arrive à préciser son projet industriel pour l'entreprise dont nous sommes actionnaires, ce qui n'était pas forcément le cas avec Vincent Bolloré. Vous savez, vous êtes toujours un temps de retard, c'est-à-dire que lui, il annonce quelque chose et puis vous êtes tout à fait surpris par sa manœuvre, et on le voit ces temps-ci, puisqu'il poursuit ses opérations financières. Voilà, sur Accor, on a aussi déposé une résolution. Vous savez que chez Accor, dans le capital, il y a à la fois un concurrent d'Accor, très bizarrement, et qui est actionnaire à hauteur de 13%, qui s'appelle le groupe Xinjiang, qui est un groupe chinois. Et on avait prévenu Sébastien Vazin en lui disant attention, avec les droits de vote double, si on ne revient pas sur cette disposition, il se peut qu'à terme, le groupe soit contrôlé par ce groupe chinois. Bon, l'histoire ne montre pas encore de fait ce contrôle, mais d'après ce qu'on a pu savoir, on craint que cela ne se produise. Voilà. Même si on ne peut pas transporter un hôtel effectivement de France en Chine, ce serait quand même fâcheux. Voilà. Il y a une autre opération pour laquelle aussi les droits de vote double, mais ça c'était avant la loi Florange, ont joué un rôle négatif. C'était dans l'opération Lafarge-Holcim, puisque vous savez que Lafarge avait 2 actionnaires de référence qui étaient le groupe Sawari égyptien et le groupe Bruxelles-Lambert, et qu'ils ont voulu liquider leur position, et ils avaient de fait le contrôle de Lafarge, donc ils l'ont rapproché d'Holcim, et bien on a vu le résultat quelques années après. Lafarge, même le nom de Lafarge a disparu. Voilà, donc c'est tout ça pour vous dire que nous sommes évidemment sur le principe favorable à une action, une voix, qu'on ne voit pas d'effet de la loi Florange non plus sur la fidélité des actionnaires, parce que je pense, comme le disait Angus, que quand on est investisseur dans une entreprise, c'est aussi parce qu'on croit qu'on a une vision assez longue des choses, et qu'on n'est pas là pour faire des coups boursiers, c'est-à-dire que on croit à la capacité du management d'avoir une stratégie, une vision. Aujourd'hui, il y a ces problématiques de climat qui sont essentielles, dont tout le secteur financier s'est emparé aussi.
Et c'est évidemment sur des problématiques qui sont à la fois complexes et en même temps qui nécessitent une vision longue. Donc on ne va pas rentrer dans une société et puis se dire un an après, finalement, non, on ne voit pas trop les choses, ou voire 6 mois après en disant on va changer de notre fusil d'épaule. Nous, on a une vision longue et notre credo, c'est évidemment d'être actif auprès de ces sociétés, de dialoguer avec les dirigeants et éventuellement de les pousser par des résolutions pour le changement. Merci. Alors, il me revient maintenant d'introduire la seconde partie de cette table ronde consacrée aux actions à droit de vote multiple. Alors, passer du droit de vote double au droit de vote multiple, on a l'impression que c'est une question de paramétrique. En réalité, c'est une différence de nature entre les deux techniques. Le droit de vote double existe, le droit de vote multiple n'existe pas encore. Donc, la table ronde sera plus prospective. La distinction fondamentale, c'est que le droit de vote multiple, tel que nous allons le présenter, est une prérogative qui est attachée à l'action et non pas à l'actionnaire. Donc là, on est en présence d'une catégorie d'actions assortie d'un avantage de vote. D'autre part, puisque l'avantage de vote est attaché à l'action, il est potentiellement transférable avec l'action, ce qui n'est pas le cas du droit de vote double. Et surtout, ce droit de vote multiple porte une atteinte nettement supérieure à l'égalité de vote au principe une action, une voix, puisque c'est un avantage qui n'est pas ouvert à tous, comme l'est le droit de vote double potentiellement, il y a une condition objective de délai. Ici, c'est un privilège de vote qui est attribué ab initio à un actionnaire pour des raisons intuitu personae, en raison de sa qualité de porteur d'un projet, de fondateur ou de dirigeant clé. Donc techniquement, ça suppose d'entrer en bourse avec des différentes classes d'actions. Une classe d'actions possédant l'avantage de vote réservé aux porteurs du projet et une ou plusieurs autres classes d'actions avec des droits de vote diminués. Classiquement, c'est 2 classes d'actions, mais on a vu récemment des opérations avec plus de 2 classes d'actions. Donc j'appellerai cette structure multiclasse une MCS, hein, c'est un peu le terme qu'on utilise aux États-Unis. Donc la question est de savoir si cette atteinte portée à l'égalité de vote est justifiée et compensée par l'utilité du mécanisme, ses avantages pour la société, pour le marché en général. Alors on avait tendance jusque-là, surtout en Europe, à penser que le one share, one vote allait submerger le continent, qu'il allait s'imposer là où il n'était pas encore présent, et il était quasiment considéré comme irréversible là où il existait. Et en réalité, c'est le mouvement contraire qui s'opère, c'est-à-dire qu'on observe l'ouverture des droits nationaux, alors des sociétés ou boursiers selon le cas, à cette faculté d'offrir aux émetteurs qui entrent en bourse, puisque c'est à ce moment-là qu'on autorise le mécanisme et pas aux sociétés déjà cotées, ça c'est très important, puisqu'on parlait tout à l'heure de surprise des actionnaires, il n'y aura pas de surprise des actionnaires. Au moment où on sollicite l'investisseur consent à cette disparité de situation. Alors pourquoi ça apparaît massivement depuis quelques années? Pour des raisons de concurrence entre marchés boursiers, d'internationalisation des marchés. Les émetteurs font leur marché, justement, choisissent pour des raisons diverses, de base d'investisseurs bien sûr, mais réglementaires également, l'endroit où ils pourront profiter d'un tel mécanisme qui leur permet de s'assurer le contrôle. Donc on a eu un certain nombre d'évolutions. Le train des réformes est nettement unidirectionnel. On ne voit pas de marché revenir au one share one vote pour l'instant. Donc le mouvement est unilatéral. On l'a vu en Italie en 2014, parce que l'Italie non seulement a introduit un droit de vote double à la française, mais a permis le droit de vote multiple, alors triple au maximum en Italie, en cas d'IPO. Hein. Donc un droit de vote avantageux et réservé à une catégorie particulière d'actionnaires. Alors pourquoi l'Italie l'a fait? Parce que l'Italie a vu partir Ferrari à l'étranger, Chrysler aussi, Fiat Chrysler est parti également à Amsterdam ou à New York. Donc il fallait retenir quand même nos champions nationaux dont nous parlions tout à l'heure, les ancrer dans le pays en leur offrant des choses que d'autres marchés plus attractifs permettaient de leur offrir. On a vu ce mouvement-là à l'extérieur de l'Europe, en Asie,
On l'a vu à Hong Kong, on l'a vu à Singapour, on l'a vu en Chine continentale, on l'a vu en Inde. Tous ces pays ont opéré un revirement total, très attachés au One Share, One Vote. Ils ont basculé vers des systèmes de droits de vote multiples, alors de manière plus ou moins restrictive, avec un certain nombre de garde-fous, mais enfin, c'était un revirement tout de même important. Et puis, alors Angus va nous en parler, il y a le projet anglais. En Angleterre, on connaît des déviations One Share, One Vote, mais pas sur le marché premium. C'était une des caractéristiques du segment premium anglais, One Share, One Vote. Et on est en train, aujourd'hui, de réfléchir à l'introduction du droit de vote multiple. Et alors, j'ai entendu un scoop lundi dernier. La Commission européenne nous a dit qu'elle lancerait une consultation publique dans les prochaines semaines pour essayer de rendre les marchés plus attractifs aux PME et aux sociétés de croissance. Et dans le cadre de cette consultation publique, elle posera la question du droit de vote multiple. Donc, alors que l'Europe ne se mêlait pas jusque-là de ce sujet, il est possible qu'elle le fasse. Alors, moi, j'avais commencé à travailler sur le sujet en 2017 au sein du Haut Comité juridique de la place de Paris. J'ai essayé de pousser un peu la réflexion sur le sujet. Et à ce moment-là, il y a eu des réserves, pour ne pas dire une levée de bouclier, en disant que c'est un sujet trop délicat, trop sensible, qui soulève trop de protestations. N'en parlons pas trop. Depuis, les circonstances ont changé. Les marchés asiatiques ont basculé. On voit Londres. Le Brexit a joué sans doute un rôle majeur dans l'évolution des esprits. Et donc, on a relancé cette année un groupe de travail au sein du Haut Comité juridique de la place de Paris pour réfléchir à tout cela. Alors, comme notre thème, c'est le thème du protectionnisme, c'est intéressant de connecter cette évolution au protectionnisme, parce que la dernière période historique que la France a vécue de droit de vote plural est totalement liée à la question du protectionnisme. C'était le vote plural qui était utilisé après la Seconde Guerre mondiale pour empêcher les sociétés françaises, à l'époque où le franc était un peu dévalué, d'être rachetées par des pays à monnaie forte. Et donc on a introduit le droit de vote plural, ce qui a donné lieu à des dérives auxquelles on a vite remédié par une loi de 1933 qui a mis fin à une dérive un peu oligarchique de l'utilisation des actions à droit de vote plural. Et le droit de vote double n'est que le résidu de ce droit de vote plural, cette prime de finalité qu'on offrait malgré tout aux actionnaires de long terme. Alors le regain de faveur pour ces MCS vient des États-Unis. Nettement, on observe aux États-Unis, là où ça n'a jamais été prohibé. Donc le droit était ouvert, mais la pratique était fermée. Mais depuis quelques années, à partir d'une quinzaine d'années environ, l'entrée en bourse se fait de plus en plus avec des techniques de MCS, notamment dans le secteur tech. C'est-à-dire qu'on avait 1% en 2005 de sociétés qui entraient en bourse avec des MCS. Aujourd'hui, on atteint des taux de 25-30% certaines années. Et la majorité, alors, tout le secteur tech majeur, les Alphabet, les LinkedIn, Facebook, Groupon, etc., Yelp, Snap, etc., tous ont des MCS. Mais au-delà du secteur tech, toutes les sociétés contrôlées, je crois 75% des sociétés contrôlées cotées aux États-Unis ont des MCS. Alors évidemment, il y a un débat doctrinal très nourri aux États-Unis sur les coûts et les avantages du recours au MCS. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, quelles sont les vertus qui sont prêtées au mécanisme ? D'abord, on dit que ça encourage les sociétés contrôlées par des entrepreneurs à accéder au marché. Sans le recours à ce mécanisme, on aurait des sociétés qui n'entreraient pas sur les marchés, en tout cas pas à un stade avancé. Donc ça, c'est le premier point. Et l'autre point, c'est que ça facilite donc l'accès des investisseurs à ces entreprises-là, alors qu'ils auraient été privés de cette opportunité d'investissement au cas contraire. Ça permet de défendre des visions personnelles, idiosyncrasiques de grands entrepreneurs, notamment dans le secteur tech. Donc ils peuvent développer leur vision à long terme sans subir les pressions à court terme du marché, en tout cas sans être gênés par ce genre de considération. Donc ça résout un peu ce qu'on appelle le dilemme du fondateur, développer son entreprise ou perdre le contrôle. Là, on a quelque chose qui permet de surmonter
ce dilemme. Ça permet éventuellement de se protéger contre des attaques hostiles. Ça sera utilisé comme un moyen de défense anti-OPA. Ça peut avoir une utilité en termes de patriotisme économique dans des secteurs régulés. Il faudra repenser, si jamais on introduit le droit de vote multiple, la manière dont on définit le contrôle étranger. Ça va changer un peu les choses. Et l'argument causien, pour revenir à cause, c'est que finalement, c'est un mécanisme optionnel. Donc l'émetteur rentre en bourse en proposant aux investisseurs ce mécanisme. Si les investisseurs n'en veulent pas, ils n'adhéreront pas et ce sera un échec. Et on peut supposer que préalablement à l'entrée en bourse, l'émetteur aura négocié avec les grands investisseurs autour d'une valorisation et peut-être d'un certain nombre de mécanismes de garde-fous, puisqu'il faut quand même souligner les inconvénients du système qui repose sur la déconnexion entre l'intérêt économique et la puissance de vote, avec les coûts d'agence, les risques d'enracinement, les risques de diversion des actifs, du cash. On voit bien les inconvénients aussi que peut constituer cette structure un peu oligarchique. Alors, les investisseurs institutionnels sont farouchement hostiles, en tout cas un certain nombre d'entre eux, au recours à ce mécanisme. Il y a eu des réactions très dures, il y a des activités de lobbying aux États-Unis pour empêcher tout ça. Pour l'instant, les marchés, les régulateurs ne bougent pas. Les gérants d'indices ont bougé et ont refusé, en tout cas limiter l'inclusion dans les grands indices boursiers américains des sociétés dotées de MCS. Donc ça a quand même une incidence sur les fonds passifs qui sont plus obligés d'acheter les titres de ces sociétés-là. Donc il y a les proxy advisors aussi ont émis des recommandations qui sont pas favorables, mais la lecture des articles récents aux États-Unis montre que le débat s'est un petit peu déplacé du principe qui est maintenant quasiment à accepter au mode d'encadrement, c'est-à-dire aux limites dont il faut assortir le recours à ces dispositifs. Alors on peut imaginer tout un tas de limites en termes de domaines d'application, de sociétés, de capitalisation, de secteurs d'activité. Et aujourd'hui, en termes normatifs, on se focalise sur ce qu'on appelle les sunset clauses, c'est-à-dire les clauses qui vont entraîner la disparition du mécanisme du vote multiple et le retour au one share, one vote. Donc aujourd'hui, le débat, c'est ça. Alors, quel est le bon type de sunset clause ? On a des variétés assez grandes. On observe une pratique de marché qui tente à introduire majoritairement des sunset clauses, qui n'était pas le cas avant les années 2000. Aujourd'hui, la majorité des sociétés qui rentrent par ce mécanisme en bourse ont des sunset clauses. Je crois à peu près 60%, alors que dans d'autres sociétés, une liberté totale de transférer les actions, de baisser son seuil de participation. On a des gens qui ont... Alors il y a le fameux exemple de Viacom, dont le président a 93 ans, ça fait 40 ans qu'il a des droits de vote multiples, il contrôle totalement la société avec quelques pourcents du capital, et dans une déposition, on s'est aperçu qu'il ne savait même plus épeler son nom. Donc c'est quand même problématique d'avoir des actions à droit de vote multiple perpétuelles. Alors, ce qui se dégage, c'est que effectivement, on a des fixed time sunset provisions de plus en plus. Ça s'étage entre 5 ans et 28 ans. La moyenne, c'est à peu près 7. Et puis, on a des sunset clauses qui sont liées à des événements précis, des event-based sunset clauses. Donc, ça peut être la transmission, la baisse du seuil de participation en capital du fondateur et surtout le transfert des titres. C'est-à-dire que le transfert d'une action à droit de vote multiple entraîne la disparition du droit de vote multiple. Donc aujourd'hui, on n'est plus sur la question de savoir quel est le type optimal de sunset clause que sur le principe. La réponse, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de réponse standard, il n'y a pas de réponse uniforme. Il faut que ça reste contractuel, adapté aux caractéristiques propres de la société et accepté par les investisseurs. Bon. Voilà, je m'arrête là. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais je préfère faire réagir les participants à la table ronde en commençant par Benoît.
Merci Alain. Je ne vais pas avoir beaucoup de choses à dire parce que Alain a vraiment dit tout ce que j'aurais voulu dire et il le dit très bien. Ce débat, traditionnellement, c'est vrai, l'AMF était plutôt dans le camp du one chair, one vote. Je n'ai aucun doute là-dessus, avec sous la réserve des droits de vote doubles, mais qui sont, comme Alain l'a rappelé, liés à la qualité de l'actionnaire et ancien. Aujourd'hui, on est plus qu'avant dans une concurrence internationale extrêmement forte et on voit et on regarde ce qui se passe ailleurs. Pour moi, le game changer, ce serait le UK, qui est quand même, de ce point de vue-là, en matière de gouvernance, il me semble, je ne sais pas ce que vous direz, la patrie de ce one share, one vote, et qui, après le rapport Hill, pourrait peut-être évoluer. J'ai la chance de présider au sein de l'ESMA le groupe des régulateurs dédiés aux offres publiques. J'ai eu la malchance de voir, à cause du Brexit, nos amis anglais Takeover Panel nous quitter il y a 2 ans maintenant. On en discute entre nous. Maintenant, ce n'est pas au niveau européen que ça se passe. La consultation Listing Act va être intéressante, mais c'est quand même pas tellement à ce niveau-là. En fait, au niveau européen, je fais une parenthèse, le seul sujet gouvernance qui intéresse beaucoup la commission que vous avez citée, c'est de renforcer les incentives en matière de climate change et d'engagement par rapport aux sujets environnementaux des directions d'entreprise. Donc, sur ce débat sur les droits de vote multiples, l'AMF a simplement indiqué que le débat était légitime. J'insiste là-dessus. On n'a pas pris parti du tout, mais on a dit le débat est légitime et on est content et on soutient que dans des instances comme le comité juridique de place, des spécialistes, bien sous tout rapport, dont d'abord mon voisin, s'en occupent, réfléchissent, collationnent et mettent bien en avant tous les avantages, inconvénients pour savoir si ce genre d'évolution sur laquelle l'AMF se prononcera, mais qui relèvera d'abord du législateur à la fin, pourrait avoir du sens. Donc on a cette concurrence, il y a le UK, il y a aussi les Pays-Bas, je les ai peut-être cités, je ne sais plus, mais c'est quand même aussi ça aujourd'hui, quand on a des listings, beaucoup de gens hésitent selon les pays, les Pays-Bas, on le vend en poupe, il faut aussi qu'on regarde, qu'on réfléchisse, est-ce qu'on doit être compétitif. Je rajouterais, autant le débat se pose sur des IPO, il se pose surtout dans le secteur de la tech. J'ai un peu de mal à imaginer, je ne vois pas comment ça fonctionnerait. Je vous ai dit tout à l'heure que je n'aimais pas les changements de régime, les pièges en cours de vie, comment une société qui existe pourrait changer de registre. Ça me paraît difficile à imaginer. Par contre, il y a une vraie concurrence sur les IPO. Et là, le débat, les arguments, ils existent, ils sont dans les deux sens. Ils relèveront de la loi à la fin. Est-ce qu'on veut ouvrir cette option ou pas? Je crois que chacun, et Droit et Croissance, pourra participer à ce débat. Il faut faire attention aussi, mais Alain a vraiment tout dit. Il y a un dernier vecteur, je pensais que tu n'en parlerais pas, auquel il faut faire attention, mais tu en as parlé à la fin, ce sont les indices. Parce qu'aujourd'hui, dans les règles de marché, on peut passer par le droit des sociétés, on peut passer par le droit boursier, on peut passer par les règles de marché, mais on peut aussi passer simplement par des petits changements dans les règles des fournisseurs d'indices. Et quand un fournisseur d'indices dit qu'il ne veut plus de cette catégorie-là, vous êtes mort. La structure qui est derrière n'a plus accès aux indices et personne ne va aller choisir une structure qui sort de tous les indices. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui va aussi compter. Mais là-dessus aussi, je crois qu'il y a un débat qui est ouvert. Enfin, il y a un dernier débat aussi auquel je n'ai pas fait, je souhaite insister dessus, c'est côté non coté. C'est quand même impressionnant, depuis 10 ans, en France, aux États-Unis, dans plein de pays, on a un étiolement de la cote. Moi, c'est quand même un vrai souci, ce qu'on voit. Bon, heureusement, on est dans une bonne saison en ce moment, mais quand vous voyez le niveau des actions, relativement faible volatilité, s'il n'y a pas des introductions en bourse en ce moment, je ne sais pas quand il y en aurait, on est dans une bonne saison, mais néanmoins, quand on prend du recul, on voit qu'il y a une énorme concurrence du non-coté. Et c'est aussi ça, le modèle sur lequel on doit réfléchir. Est-ce que le coté doit rendre éventuellement, encore une fois, je ne prends pas parti, je pose des questions et je dis le débat est légitime. Je n'ai pas dit du tout qu'il faut le faire. Mais c'est un autre débat. Le non-coté a pris une importance considérable. Bien sûr, il est très aidé par les banques centrales et les taux d'intérêt à très long terme qui ne valent rien, qui sont très faibles, ce qui permet au non-coté de sortir le private equity des valorisations très très attractives.
Mais quand même, on voit le monde a changé aujourd'hui, il y a cette concurrence, et c'est aussi pour ça que la question revient sur les marchés publics. Est-ce qu'il faut évoluer? Merci beaucoup. Alors, juste un point de droit. Sur le non-coté, on a fait sauter le tabou du one share, one vote en 2019 avec la loi Pacte. Donc on peut faire du vote multiple sur le non-coté. Le côté reste vraiment le noyau dur. Et sur Nos côtés avec les SAS, depuis toujours, tu fais ce que tu oui, veux. mais maintenant on peut faire de la SA. Oui, d'accord. Mais avec les SAS, on pouvait déjà faire ce qu'on C'est vrai, voulait. c'est vrai. Depuis toujours. C'est vrai. Et sur le côté, la mesure anti-piège, c'est l'OPR. Donc il faudrait offrir une porte de sortie, mais enfin, je préfère pas ouvrir du tout ce débat. Alors, Angus, maintenant, le projet de réforme britannique, ça nous intéresse beaucoup. Yeah, it's the same sort of discussions that have been happening elsewhere. I think that London Stock Exchange or London listings is owned by the FCA, the regulator, and it's been following the Hill report. It's been consulting on what should happen in UK. The background to that really is the massive drop away of IPOs listing in London. And I agree that IPOs generally have been reducing, but I think London's share of them has been reducing, and that doesn't lead to an efficient market. This is only talking about the premium market in London. The standard market and the minor junior markets have always had the capacity. But in even the premium market, multiple share classes were allowed and were permitted up until about 1970, I think it was, when basically the institutional investors said, just cut them out. We don't want them. Let's not do that again. So it's only taken 30 years to 40 years, whatever it is, to come back to a change. Now, I'm slightly reluctant to say what the FCA is going to do because the consultation has closed and they're due to publish their policy any day now. So it may even be out now, in which case I'll be proved wrong within seconds. But the route they're taking is they will go ahead with multiple share classes. The questions have been around the sunset clause and also the proportion of voting rights between the public sector and they look as if they're going to impose a limit on that, and they look as if they're going for the pure time weighted sunset clause for 5 year. I'm not sure. It just seems that strikes me as being a bit too rigid. I think the market is quite capable at the time of IPO of assessing the different elements of a company and how what time period might be appropriate. So I think 5 years just seems a bit arbitrary. And if you look to the US, where, as we've said, there are a lot of multiple share class companies, the likes of Alphabet don't seem to lack any market attraction for having really quite high levels of multiple share class rights and ones that go fairly well into the distant time. So maybe the time limit should be more to do with the individuals at the company. At what point does the special nature of their knowledge and activity need to be retired, if not them personally? And I think those are the areas that UK is looking at, but it will come in, and it will come in at the beginning of next year. So that's really the stage we're at the moment. Moi, je veux juste faire une remarque sur le principe. Vous comprendrez qu'on est un peu réticent pour cette question de proportionnalité du capital investi et droit de vote. Est-ce que ces mesures-là ne sont pas quand même, comme les mesures d'ailleurs qui ont été prises par la loi Florange, notamment celles sur les OPA, concernant les OPA, est-ce que ces mesures-là ne sont pas quand même destinées à favoriser que le management de la société et d'une certaine manière à le protéger? Donc moi je ne suis pas forcément favorable de payer la protection d'un manager. Dans le cas des OPA c'est évident, mais dans ce cas-là, et je prends comme exemple une société qui a bien performé en bourse, qui s'appelle Téléperformance, qui était... alors c'est de la technologie, c'est du service de technologie, mais Daniel Julien a réduit sa participation. Maintenant, il est plus qu'à 4%. Et alors donc, il s'est dilué au fur et à mesure, mais ça n'empêche pas
d'avoir fait une fortune personnelle et d'avoir une boîte extrêmement bien valorisée et très appréciée des marchés. Voilà, c'était juste une remarque. Dans le même ordre d'esprit, il y a aussi le sujet de rémunération des dirigeants qui pourrait se poser avec des droits de vote multiples et des situations abusives. Absolument. Alors, il est 50. Est-ce que c'est le moment de donner la parole à la salle, peut-être, Sophie? Oui. Bonjour. Tout d'abord, merci pour ces échanges qui étaient vraiment passionnants. Moi, j'avais une question sur les entreprises à mission, chose dont on parle beaucoup en ce moment. Est-ce que ça ne serait pas un autre type de mécanisme anti-OPA? Pour l'instant, il n'y a pas eu de cas d'OPA hostile avorté par les statuts d'entreprise à mission, mais est-ce qu'à terme, il n'y a pas un risque que ça émerge, que des situations comme celle-là émergent? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Est-ce qu'on a peur d'une OPA hostile sur une entreprise à mission pour prendre le pouvoir, changer les statuts et lui faire autre chose? Est-ce qu'on a, au contraire, on dit une entreprise à mission va être sur une niche particulière avec une valorisation particulière et au contraire être protégée d'OPA hostile? Je peux défendre les deux thèses. Je ne sais pas dans quel sens vous posez votre question. Alors plutôt sur l'aspect, c'est-à-dire que un management pourrait essayer de se protéger en prétextant que l'attaquant n'est pas dans le projet industriel de l'attaquant n'est pas dans la mission de l'entreprise, dans les statuts de l'entreprise. Voilà. Bon, déjà, les sociétés à mission cotée, il n'y en a qu'une. Mais on avait déjà posé la question sur la raison d'être, et une société à mission, par construction, a une raison d'être statutaire même. Donc c'est vraiment un engagement fort de la part de la société. On avait imaginé la stratégie consistant à se doter d'une raison d'être statutaire un peu forte comme un moyen de repousser un certain nombre d'attaques jugées prédatrices, etc. Donc le problème a déjà été vu depuis longtemps, puisque la raison d'être, l'ouverture de l'intérêt social sont aussi conçus comme des mécanismes de protection du management vis-à-vis d'actionnaires un peu agressifs. Donc naturellement, ça vient sur le devant de la scène. Alors, moi, j'ai en tête un cas américain qui est l'attaque de Craigslist par eBay, où eBay est un actionnaire, peut-être Mariana connaît bien le sujet, c'est, je crois, jugé par la Cour suprême du Delaware, où eBay attaque Craigslist et les managers de Craigslist disent « Nous avons une sorte de raison d'être, nous avons en tête principalement la protection de nos clients. » Vous connaissez le site Craig, donc la communauté d'utilisateurs passe avant l'intérêt des actionnaires, et la Cour suprême avait fait une leçon de droit des sociétés magnifique aux managers de Craigslist en disant non, si vous êtes incorporé dans le Delaware, c'est quand même l'intérêt des actionnaires qui doit primer. Si vous voulez faire primer la communauté de vos utilisateurs, allez ailleurs dans une terre fictive, ou peut-être on vous laissera utiliser l'argent des investisseurs pour faire ce que bon vous semble. Mais dans le Delaware, ce n'est pas tout à fait le cas. Cela étant, dans tous les cas où les sociétés ont une raison d'être, on l'a vu récemment avec Veolia Suez, où la question de la raison d'être a été posée. Et même avant l'introduction de la raison d'être, l'intérêt social au sens large était opposé à l'initiateur. Donc c'est pas en soi une question très nouvelle, mais effectivement, comme on l'a inscrit dans la loi, et quand on a une raison d'être statutaire, on oblige le CA à prendre en considération la raison d'être, ça pourra constituer effectivement un moyen de défense. Est-ce qu'il sera parfaitement efficace? Comment un juge saisi réagira? C'est plus difficile à évaluer, mais en tout cas, l'ouverture de l'intérêt social fait partie de la boussole à l'aune de laquelle on va évaluer l'intérêt des mesures de défense. Donc ça aura une incidence, à mon sens. Bonjour, Fabrice Raymond. Aujourd'hui, on parle du contrôle des sociétés, leur protection, ce genre de choses. Ceci repose sur le respect des règles que l'on édicte. Aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas le sujet, il y a une société française cotée, SMCP, qui a un actionnaire ou qui avait un actionnaire de référence, un groupe chinois.
Il avait 53% du capital. Il a décidé de vendre 16% à une... On ne sait pas à qui. Mais on peut faire des choses, mais ce qui est encore pire, c'est quand on explique pourquoi on les fait. La société a fait un communiqué de presse il y a à peu près une semaine, disant qu'elle ne déclarerait aucun franchissement de seuil à l'AMF parce que cela nuirait à ses intérêts. Donc, c'est quand même assez exceptionnel, mais le problème, et j'ai d'ailleurs écrit au secrétaire général pour lui demander sa position et comment on pourrait réagir à une telle situation, parce qu'on se sent quand même bien démuni devant un actionnaire qui respecte aussi peu la réglementation. Vous me direz qu'à la prochaine Assemblée générale, il n'aura plus ses droits de vote, mais en revanche, où sont parties ces actions? Les actionnaires minoritaires ne savent pas finalement par qui sont dirigés. Je pense que c'est difficile de répondre à cette question, mais je pense que ça valait la peine de le rendre plus public, parce que c'est quand même assez exceptionnel. Mon cher Fabrice, je suis soumis, comme tu le sais, à des règles de secret professionnel et je ne peux pas commenter ce sujet qui a été porté à ma connaissance par un certain nombre d'actionnaires, pas simplement par ton courrier. Voilà. Alors moi, je me posais la question sur l'effet que peut avoir l'adoption de régimes de double vote sur l'actionnariat salarié, parce qu'en France, en fait, la participation salariale, c'est un énorme montant aussi des doubles votes, et on sait que c'est un petit peu détourné parfois comme mécanisme d'enracinement des dirigeants. Il y a pas mal de littérature là-dessus, particulièrement en France, où on s'aperçoit que justement dans pas mal de grosses sociétés cotées, en fait, les représentants d'administrateurs salariés, par exemple, sont souvent très proches de la direction. Donc je voulais savoir si on pensait qu'il y aurait un effet sur l'appétence, en fait, sur la participation de ce régime. Et après, j'avais une autre remarque sur le risque de délisting, qui est un autre sujet. Pour moi, il n'est pas seulement sur les IPO, parce qu'on voit que la SOX aux US avait conduit un mouvement quand même de délisting. Alors c'était la double cotation, mais en plus il y a le sujet des M&A, et dans ce cas-là, effectivement, Amsterdam peut tout à fait être choisi. Alors, peut-être une réaction de praticien à l'actionnariat salarié, ou Alexandre. Dans le CAC 40, en effet, il y a, le plus notable, c'est la Société Générale, où il y a effectivement un fort actionnaire salarié. Il y avait auparavant Essilor, mais bon, on a vu ce qui est devenu d'Essilor maintenant. Mais je ne vois pas trop le point là-dessus. Je pense que là aussi, les règles de l'actionnariat salarié ont été modifiées, mais bon, je dirais là aussi, c'est un peu normal qu'ils défendent leur société. Donc, ils sont au premier chef intéressés par le devenir de leur entreprise. Donc, je ne vois pas trop votre point spécifique. Non, la question, c'est pas forcément la vraie représentation des salariés et la vraie participation, c'est qu'en fait, l'actionnariat salarié a aussi été utilisé comme poison pill, et le fait de contrôler en fait le mécanisme après de représentation, la proximité qu'il peut y avoir avec une direction en place, peut faire que les règles à la base sont pas forcément totalement transparentes. Et ce qui fait qu'on peut être tenté de faire monter par pur intérêt. Alors il se trouve que les actionnaires, les salariés sont aussi gagnants parce qu'ils vont avoir une rémunération, mais en fait ils vont être attachés aux dividendes. Et souvent d'ailleurs ces sociétés sont des sociétés de bon rendement. Mais en revanche, ça va être aussi être détourné parce que ça va être un moyen aussi de se protéger contre toute opération extérieure et contre toute remise en cause extérieure. Oui, mais là, vous remettez en cause complètement l'actionnaire salarié.
En France, on a effectivement, en regardant les chiffres internationaux, un actionnariat salarié qui est, je dirais, au-dessus de la moyenne par rapport à beaucoup d'autres pays. Parfois, il peut avoir des droits de vote double aussi, bien sûr. Bon, après, il y a des mécanismes de représentation qui ont été modifiés et d'élection, enfin, où c'est pas la direction, mais c'est les représentants des salariés qui, à la fin, le président du FCPE qui a le dernier mot. Après, qu'ils soient proches de la direction dans un certain nombre de cas, c'est évidemment possible. Je pense quand même qu'au total, je vois plus d'avantages que d'inconvénients à notre dispositif d'actionnariat salarié renforcé. Il est très fort, effectivement, dans quelques boîtes comme Société Générale, Bouygues, etc. Il est un peu moins fort dans d'autres boîtes, mais c'est vrai que c'est une spécificité française, ça, c'est vrai. Je pense au total quand même qu'elle offre plus d'avantages que d'inconvénients. Et c'est pas elle qui interdit des offres hostiles en général. Hein. Bien. Angus, yes. Sorry, just a couple of comments. I don't want to intrude on French corporate law, but no governance, but I will. To turn it around the other way, it could very easily be that the large employee shareholding could frustrate the attempt of management to make changes in the company that could actually be to the detriment of the company. It may protect a certain part of the business, but to the detriment of the wider company. And there was one campaign that we ran a few years back where we had the very clear support, public support of the unions for what we were doing compared to what the company was doing. And if it had gone to a share, I don't know what their shareholding power was, but in theory they could actively been working against the management and for us. Was it in the context of a takeover? The company was taking over the second business. Oh yeah, I see. Bon, il est 13h02. On va clôturer cette table ronde en remerciant vivement nos panélistes et vous. Merci beaucoup.